Midi 50, passé de 1 minute, l'heure de Ferry. Ravi de vous retrouver comme tous les samedis. Bonjour Luc Ferry, ravi de vous retrouver. Oui, moi aussi ravi, c'est gentil à vous. Une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin. L'actualité le mérite. En HD. En HD, c'est la nouveauté de ce 1er mars sur LCI. C'est grandiose. En haute définition. Moi, en haute définition, c'est... Voilà, formidable. On nous voit beaucoup plus net. Ce qui est moins net, c'est l'actualité, je le disais. C'est ça. Après, effectivement, cet entretien, ce clash historique hier à la Maison-Blanche, revenons-en ensemble en longueur. Parce qu'il y a la forme, il y a le fond. On va s'y arrêter très longuement. D'abord... un extrait de cet échange qui dure près de 50 minutes dans le bureau ovale. Regardez ce que dit Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Zelensky pris en étau entre Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. D'abord sur cette scène. Revenons sur la forme. Parleriez-vous, Luc, d'une mise à mort devant les caméras, d'un clash en mondovision? Il y avait une volonté d'appuyer... c'est une première mondiale. Et la forme, malheureusement, occulte le fond. C'est ça qui est très embêtant. Disons les choses clairement. J.D. Vance a été absolument odieux. Ils ont été immondes. Trump un peu moins, mais quand même aussi. Et du coup, ils ont été tellement désagréables, tellement vulgaires, tellement grossiers que tous les libéraux de la planète, pas les autres, mais les libéraux de la planète, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne peuvent avoir que de la sympathie pour Zelensky dans cette affaire. Sur la forme, évidemment. Sur le fond, c'est autre chose. Trump n'a pas dit que des conneries. Il faut l'écouter. Donc, et on va s'y arrêter longuement. Il faut s'y arrêter sur le fond. Mais encore une fois, la forme est insupportable. La forme est insupportable. Régulièrement, on dit que ce type d'échange se passe à huis clos, en privé. Ce que disait encore Marine Le Pen. On l'entendra aussi un peu plus tard dans cette conversation. On n'a jamais autant glosé sur l'imprévisibilité du président américain. On commence nos émissions en disant pouvait-on s'imaginer cette scène? A-t-on raison de se poser la question? Ou finalement, c'est la logique du personnage. C'est pas un politique, c'est un chef d'entreprise. C'est ça aussi, il faut bien voir ça. C'est un chef d'entreprise, et c'est un chef d'entreprise américain, c'est-à-dire extrêmement brutal, extrêmement violent, et il négocie comme il négocierait un contrat avec un opposant, avec un concurrent, voilà. Et c'est cette violence-là, cette violence au fond d'un négociateur d'entreprise et pas un diplomate, qui rend les choses en effet insupportables. Du coup, ce qu'on retient, c'est cette espèce de clash devant les télévisions du monde. Encore une fois, c'est une première mondiale. On n'a jamais vu ça. Il serait engueulé comme ça en privé. Bon, ça c'est normal. On en aurait eu des échos. On aurait eu quelques échos, mais comment dire, adoucis, euphémisés, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est absolument insupportable. Et en plus, ça n'arrange pas les choses parce que ça va très probablement renforcer Zelensky dans son opinion publique. Et en même temps, ça va le décrédibiliser chez ses concurrents politiques et militaires. Voyez, j'ai entendu hier, on a le droit, chacun a le droit d'avoir son opinion, que c'était une embuscade. Non, pas du tout. Vous ne parleriez pas de ça, de guet-apens, d'embuscade? Pas du tout. D'abord, ce sont 2 hommes de télévision. C'est important à noter. Deuxiemièmement... Ancien humoriste, ancien humoriste et homme de télévision. Animé en effet des émissions. C'est le Hanouna local, si je puis dire. Bon. Et deuxièmement, le Zelensky, le petit Zelensky, c'est affectueux, c'est pas méchant, parce que là, le pauvre vieux, il est quand même pulvérisé par des monstres désagréables. Bon. Mais ce Zelensky n'est pas arrivé du tout les mains vides. Il est arrivé avec un deal j'ai pas de bonne traduction, c'est pas un contrat, mais avec une
proposition qui est extraordinairement importante pour Trump, c'est la question des terres rares. Absolument. Les gens savent pas ce que c'est. C'est très important. Lisez-vous, vous savez ce que c'est. C'est pas pour vous que je parle pour les gens qui nous écoutent. Je vous explique ça en 2 secondes. Les métaux rares, ou qu'on appelle les terres rares, parce qu'on extrait de ces terres rares, il y en a 17, l'indium, le scandium, le graphite, etc. Je vais pas vous les énumérer. Ils sont absolument vitaux pour l'intelligence artificielle, les batteries d'ordinateurs et de smartphones, pour les data centers, bref, pour tout ce qui alimente la tech américaine. Or, écoutez bien, 95% des terres rares sont produites par la Chine. Voilà. Or, la Chine ne les donnera pas aux États-Unis, évidemment. Et donc, le deal que Trump a avec Zelensky, donc Zelensky n'arrive pas du tout les mains vides, il est en position, je dirais pas de force, mais il n'est pas du tout en position de faiblesse, parce que les 500 milliards de dollars que Trump a annoncés sur la tech, et notamment sur l'intelligence artificielle, sans les terres rares de Zelensky, ça tombe à l'eau, si je peux dire. Au lieu d'être mis sur place en 3 ans, ce sera sur 10 ans ou 15 ans. Voilà. Alors, je dis des chiffres comme ça, bon, c'est en gros, hein, j'ai pas. Oui, bien sûr. Voilà. Mais sans les terres rares, les 500 milliards, ils tombent à l'eau. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette affaire n'est pas finie, parce qu'ils ont tous les deux intérêt à reprendre langue. Et c'est d'ailleurs ce que Zelensky a dit sur Fox News, qui est une télé pro-Trump. Hein. Et donc, il l'a dit très clairement. Bon, je rentre chez moi, mais c'est pas fini. Je veux reprendre le dialogue avec Trump. Je veux reprendre le dialogue. Donald Trump qui le dit aussi. Oui, bien sûr, ils le disent tous les deux. Un accord où on vous abandonne. Écoutez le président américain hier. Je ne pense pas que vous seriez un dur sans les États-Unis. Et votre peuple est très courageux. Mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Et si nous nous retirons, vous allez en découdre. Je ne pense pas que ça soit joli. Mais vous vous battrez, mais vous n'avez même pas les cartes en main. Les cartes en main. C'est vrai, et le visage de Zelensky se décomposant minute après minute. Il n'arrivait pas, en effet, les mains vides, le président ukrainien. Non, il n'arrivait pas les mains vides. La question des terres rares est extraordinairement importante pour Trump et pour les États-Unis, encore une fois, parce que c'est un monopole, un quasi-monopole de la Chine. Lisez le livre de Guillaume Pitron là-dessus. Enfin, vous l'avez lu, mais ceux qui nous écoutent l'ont pas lu. La guerre des terres rares, c'est un enjeu absolument crucial. Et Zelensky, encore une fois, il a là quelque chose d'extrêmement fort dans la négociation avec Trump. Donc je pense que ça n'est pas fini et qu'ils vont être obligés de se retrouver. Trump ne dit pas que des bêtises. Écoutez-le attentivement. Il dit 3 ou 4 choses qui sont vraies. 1. Sans l'aide des États-Unis, alors l'aide qui a été fournie non pas par lui mais par Joe Biden pour l'essentiel. Bon, alors il dit 350 milliards. Bon, le chiffre est probablement pas le bon. D'autres disent 175 milliards, mais peu importe. Sans l'aide des États-Unis et de l'Union européenne, il est plus que probable que Poutine serait à Kiev et qu'il aurait assassiné Zelensky, parce que c'était son projet. Une aide effectivement indispensable. Évidemment. C'est pour ça qu'il dit, vous dites pas merci. Bon, dites merci, on a quand même, vous n'étiez pas seul, on vous a aidé. Bon. C'est significatif que vous souligniez ça, parce que cette mise en scène marque aussi l'obsession de Donald Trump pour la gratitude que devrait avoir Zelensky, le merci aux Américains. S'il y a 300 milliards de dollars donnés, c'est pas rien, même si c'est pas Trump qui les a donnés. Deuxièmement, et je suis désolé de dire ça parce que c'est désagréable et que ça va choquer des gens, mais malgré tout, c'est pas la peine de mettre la tête dans le sable. Oui, l'Ukraine a perdu la guerre, voilà. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Tous les gens raisonnables, y compris les plus pro-ukrainiens, disent qu'il va falloir faire des compromis. Ça veut dire quoi, les compromis? C'est la résolution de l'ONU. Ça veut dire des compromis territoriaux. En tout cas, pour l'instant. Si on veut la paix, il faudra faire des compromis territoriaux. Vous savez que, et vous le soulignez vous-même, de dire que l'Ukraine a perdu la guerre est inentendable par de très très nombreux acteurs aujourd'hui. Mais c'est pourtant la vérité. Et tout le monde le sait. Voilà. Et donc cette guerre est perdue. Je veux dire par là que les territoires qui sont occupés par Poutine, donc pour l'essentiel dans le Donbass, ce sont des territoires qu'il ne rendra pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on veut reprendre la guerre, remettre des centaines de milliards, avoir des centaines de milliers de morts? Ce sont des centaines de milliers de morts pour reprendre à Poutine le Donbass. Mais c'est absurde, on ne le fera pas. Mais ce que voulait Zelensky, ce sont des garanties de sécurité. Mais bien sûr, voilà. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas de reprendre le Donbass à Poutine, on verra plus tard, ou la Crimée à Poutine. Le vrai problème, c'est de sécuriser les 80% du territoire qui resteront à l'Ukraine. C'est ça l'enjeu.
Si on veut être raisonnable, si on veut être rationnel, si on veut être intelligent, l'enjeu est là. Et c'est pour ça que Trump ne dit pas que des bêtises. Et Zelensky non plus. Le vrai sujet, c'est les garanties que Zelensky peut avoir que au moins les 80% de son territoire qui resteront sanctuarisés seront protégés par les États-Unis et par l'Union européenne. Voilà. Pour ça qu'il faut un sommet à 3. Madame Meloni a raison. Il faut un sommet à 3, États-Unis, Union européenne. C'est ce qu'elle demande en effet, la première ministre italienne. Est-ce que vous diriez néanmoins, Luc, que c'est ce qu'on a vu hier, la matérialisation d'un changement d'alliance. Quand on entend Donald Trump, certains commentateurs l'ont écrit, d'entendre un discours poutinien dans la bouche du président américain. Alors, c'est la question que vous posez est très intéressante si on va sur le fond. Oui. Et si on va sur le fond, le problème c'est que c'est compliqué parce que on a plus, c'est un sujet qui est devenu radioactif et on n'a plus le droit de dire les choses, voilà, qui sont inaudibles par les pro-Zelensky. C'est très gênant. Mais bon, vous avez deux lectures de la guerre, et deux lectures qui sont complètement opposées. Et moi, par exemple, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy l'année dernière dans un papier du Figaro. Ça m'a valu une réponse de mon ami Manuel Valls, qui m'a pulvérisé. Je lui ai répondu, je l'ai pulvérisé aussi. À coup de tribune. On s'est tous engueulés. Oui. Mais c'était très intéressant parce qu'il y avait d'un côté le point de vue de Nicolas Sarkozy et de moi, pardon, mais je suis pas le seul. C'est aussi il y a un certain nombre de gens qui défendent ça aussi. Bon, je vais pas les citer, ça n'a pas de sens. Mais il y a deux interprétations de la guerre. Et avec deux critères, je vous les indique. Soit vous considérez que la guerre commence en 2022, c'est ce que tout le monde dit. Mais c'est pas vrai. La guerre, elle commence en 2014. Vous dites c'est avoir la mémoire trop courte. Mais évidemment. Et regardez, l'agression de Poutine n'aurait absolument pas le même sens s'il n'y avait pas eu la guerre du Donbass. D'ailleurs, Zelensky lui-même, hier, j'ai écouté le draft complet, la transcription du dialogue avec Trump, je l'ai regardé en entier. Zelensky lui-même fait commencer la guerre clairement en 2014. Elle commencera en 2022. À Obama également. Et bien sûr, avec l'annexion de la Crimée, avec la guerre du Donbass. La guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts. Poroshenko, le premier président, après la chute de Yanukovych, après 2014, après la chute du polichinelle russe, Poroshenko va mobiliser une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, pour aller casser la gueule aux russophones du Donbass. Donc si l'Ukraine avait été un pays parfaitement en paix, sans la guerre du Donbass, pas de problème avec les russophones de l'Est et du Sud, et que Poutine était intervenu violemment, on serait sidérés. Alors là, ce serait vraiment un truc délirant. Voilà. Non, c'est la prolongation de la guerre du Donbass. Or, partout à la télévision, dans la presse, on zappe complètement la guerre du Donbass. Pourquoi on la zappe ? Pour pouvoir dire que c'est une agression de Poutine complètement délirante, mais c'est pas le cas. Le problème de Poutine, c'était la même chose avec l'Ossétie du Sud. Si j'étais en Moldavie, je serais évidemment inquiet. Le problème de Poutine n'est évidemment pas de reconstituer les frontières de l'URSS, c'est pas vrai. Voilà. Le problème vous pensez de Poutine, et vous dites que ça, c'est un discours qui n'a pas de fondement. C'est délirant. Mais quand vous entendez c'est le deuxième critère. Ouais. Je me permets de vous le dire pour que ce soit complet. Le but de Poutine n'est pas d'aller vers l'Ouest, il va pas aller à Lisbonne. C'est délirant. Le problème de Poutine, et on le voit dans toutes ses interventions, c'est d'être le leader du Sud. Le leader des BRICS. Les BRICS, dedans, il y a évidemment le Brésil, il y a l'Inde, il y a la Chine, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Il veut être à la fois le leader des BRICS, donc du Sud global, et il veut prendre la place de la France en Afrique, ce qu'il est en train de faire. Il veut pas aller à Lisbonne, il veut pas aller à l'Ouest, il veut aller au Sud. Et quand vous regardez les discours de Poutine, il faut les regarder de près, il ne cesse de pulvériser l'Occident, colonisateur, blanc, qui veut imposer son modèle libéral de régime, au lieu de laisser les peuples trouver eux-mêmes leur liberté, etc. Et ça marche très bien en Afrique. Et on a vu notamment des campagnes, pour recruter l'homme fort qui va aller sur le terrain, en effet, en représentant notre Occident, qu'il considère comme décadent. Ça évidemment, aussi, ça fait partie de son narratif. Le déclin de l'Occident, qui n'a plus de valeur, qui n'est plus chrétien, qui n'est plus juif, qui n'est plus rien, qui n'est plus musulman, il n'est rien. Cet Occident n'a plus de religion. Bon, il est en déclin. Bon, du reste, quantité d'intellectuels disent ça, je vais pas les citer, mais enfin, les intellectuels français les plus médiatiques disent qu'on est en plein déclin. Ils disent la même chose que Poutine. Et donc, voyez les deux critères. Un, la guerre commence en 2014 et pas en 2022, donc il faut arrêter de dire des conneries là-dessus, parce que c'est des conneries. Et Zelensky l'a dit très clairement. Et deuxièmement, le but de Poutine n'est pas d'aller à Lisbonne, le but de Poutine, c'est d'être le leader du Sud global. Mais vous entendez les chefs d'État européens, Emmanuel Macron, qui a vivement réagi en réaffirmant hier soir que l'agresseur,
reste et continue d'être la Russie. Mais du point de vue du droit international, c'est une évidence. Oui. 2022, c'est une infraction totale. La guerre est toujours une infraction au droit international. Mais selon qu'on considère que c'est le prolongement de la guerre du Donbass ou qu'au contraire, ça n'a rien à voir avec la guerre du Donbass, l'agression, en effet, c'est clair, c'est une agression contraire au droit international. C'est une évidence. Elle n'a pas le même sens, évidemment. Voyez. Et donc, le but de Poutine, c'est de récupérer, si je puis dire, les communautés russophones qui se sont retrouvées prisonnières d'un nouveau pays. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais pourtant la Crimée et le Donbass, ils ont voté majoritairement en 91 pour l'indépendance de l'Ukraine. » C'est vrai. Mais ils ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine à une époque où les présidents ukrainiens étaient des polichinelles russes. D'accord ? Jusqu'à Yanukovych. Quand il y a la Polichinelle, vassalisé, vous dites. Oui, c'était des marionnettistes. Voilà. Enfin, plutôt, c'était les marionnettes et les marionnettistes étaient à Moscou. Et donc, ils votaient pour l'indépendance de l'Ukraine à une époque où l'Ukraine était pro-russe. Elle n'était pas pro-OTAN, elle n'était pas pro-américaine, elle n'était pas pro-européenne. Et donc, après, au moment de la révolution Maïdan en 2014, la première décision que prennent les révolutionnaires, si je puis dire, c'est un coup d'État quand même. Alors, très bien, on peut trouver qu'il est formidable. Moi-même, j'étais pour la destitution de Yanukovych, très bien. Mais il faut quand même rappeler que la première décision qu'ils prennent, c'est de déclasser la langue russe. Il y avait 3 langues officielles. La langue russe n'est plus la langue officielle. Et dans le Donbass, ça rend les gens fous. Parce qu'ils parlent que le russe. Parce que c'était une affirmation d'une identité ukrainienne à l'époque et qui... Voilà. Constituer aussi dans leur plan de bataille une affirmation. Exactement. Une affirmation profonde. Et c'est à ce moment-là que les 2 petites républiques du Donbass, enfin républiques autoproclamées, se déclarent séparatistes et que Poroshenko déclenche la guerre du Donbass pour les mater, tout simplement. Et encore une fois, c'est une guerre atroce. Il y a des crimes de guerre qui sont commis aussi par les Ukrainiens, et notamment par le bataillon Azov. Sur la question de ce changement d'alliance, d'un basculement de l'ordre mondial, est-ce que vous diriez qu'un discours commun émerge aujourd'hui à Moscou et à Washington? C'est flagrant quand même. Oui, c'est une évidence. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 2 lectures de cette guerre, et il est évident que Trump prend la lecture poutinienne, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il considère finalement que il faut que Zelensky comprenne que Poutine n'a pas entièrement tort en continuant la guerre du Donbass et en voulant protéger ou récupérer les communautés russophones du Donbass, même si c'est évidemment, j'y insiste, contraire au droit international, puisque depuis 91, l'Ukraine est un pays souverain. Donc il y a bien une atteinte au droit international. Donc évidemment que sur ce plan juridique et moral, Zelensky a totalement raison, mais néanmoins, Trump considère qu'à partir du moment où Poutine a gagné cette guerre, en tout cas il occupe des territoires qu'il ne rendra pas. C'est délirant d'imaginer qu'il va rendre la Crimée, c'est pas vrai. Et donc Poutine, dit-il, il me respecte. C'est ça qu'il veut dire, parce que... Ce sont les mots prononcés hier soir. Mais c'est très important, parce qu'il veut dire à Zelensky, sans moi, vous ne serez pas protégé. Parce que Poutine me respectera, c'est-à-dire que si moi je vous protège, Poutine respectera la protection que je vous donne. C'est ça qu'il veut dire. Voilà. Mais il faudra que l'Union européenne soit dedans aussi. Et encore une fois, le véritable enjeu maintenant, il est crucial, il est très important, c'est de protéger les 80% du territoire qui vont rester à l'Ukraine. Et il faut que l'Union européenne et les États-Unis se mettent d'accord là-dessus. Réunion cruciale demain à Londres. On apprend à l'instant aussi que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, s'entretiendra dès cet après-midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je crois qu'il vient d'ailleurs. Qui a atterri. Absolument, il sera sur place. Est-ce que vous considérez encore que les États-Unis sont un allié de l'Union européenne ? Non. Il ne l'est plus. Non, il l'est plus. C'est clair. D'ailleurs, il le dit depuis longtemps. Armez-vous vous-même. Ne comptez plus sur l'armement américain pour vous protéger. Ça suffit. Mais ça, c'est une bonne chose. D'une certaine manière, ça pousse l'Union européenne à se réveiller. Alors. Encore un point. Avait-on besoin de ça, Luc ? Avait-on besoin de cela ? Oui, on avait besoin de ça. L'Union. Je suis désolé de le dire, mais l'UE est en plein déclin aujourd'hui. À tous égards. Regardez sur le plan financier, sur le plan commercial, sur le plan industriel, sur le plan des budgets, des déficits budgétaires, y compris même l'Allemagne qui n'est pas en bonne forme. On est en plein déclin, donc on a besoin de se réveiller. Et là, je suis désolé, mais Trump nous donne un bon coup de pied au derrière. Et juste un point encore.
l'effet de cette guerre, si vous comprenez bien ce que, en tout cas, on n'est évidemment pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, mon idée depuis le début, c'est que Trump veut être le leader du Sud global, donc il veut prendre la place de la France en Afrique, et il y arrive. Regardez les résolutions de l'ONU. Fascinant, en effet. C'est catastrophique. Mais lundi 24 février, 3 ans de la guerre en Ukraine. En effet, on s'est intéressé justement à ces votes. D'un basculement total. Mais évidemment, c'est catastrophique pour nous. Parce que ça veut dire que les 2/3 de la planète sont d'accord avec Poutine et Trump. C'est ça qui se passe. Donc ça me fait marrer parce que quand on dit que Poutine est isolé ou que Trump est isolé, ils sont isolés dans le 6e arrondissement de Paris. Ils sont isolés à Berlin, ils sont isolés à Varsovie. Mais il n'est pas isolé dans le monde. Dans le monde, il a les 2/3 du monde avec lui. Regardez ces votes. La différence, il y a 3 ans, tout pile, en 2022. Voilà. C'est exactement ça que je voulais voir. 141 pour, on est à 93 aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est que les gens qui nous écoutent réfléchissent à ça. Pourquoi cette différence ? Parce que le Sud global défend Trump. Alors, ils n'aiment pas les États-Unis, mais ils défendent Trump à cause de Poutine, parce que Trump est poutinien. Vous voyez ? Et donc, et c'est dingue ce qui se passe. C'est-à-dire cette guerre aura installé Poutine, la Chine, l'Inde et Trump en leader du Sud global. On est cinglés. Mais peut-on encore résister à cette réalité, encore une fois, à ceux qui nous écoutent qui considèrent, parce qu'ils sont nombreux, peut-être se trompe-t-on, mais Poutine comme l'agresseur, comme un méchant, comme un déterminé finalement à aller beaucoup plus loin. Mais il faut arrêter d'avoir une grille morale pour comprendre l'histoire, c'est idiot, pardon de vous le dire comme ça. Alors aujourd'hui, je veux dire, Zelensky, il est mieux que Jésus, et Poutine, c'est pire que Satan, mais c'est idiot. Poutine, c'est pas Hitler, c'est pas vrai. Sortons du cadre de la morale, dites-vous. Mais bien sûr. Alors la morale, elle peut avoir sa place, mais pour comprendre l'histoire, la morale est une grille de lecture qui est très faible, très très faible. Ce sont des nationalistes, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, on a affaire à deux nationalismes qui ressemblent à nos nationalismes des années 30, pas à nos nationalismes républicains et gentils d'aujourd'hui. Et donc on a affaire à deux nationalismes extraordinairement violents, et c'est pas des questions morales. Et regardez bien ça aussi. On dit il faut se réarmer parce que Poutine, Zelensky se bat pour nous. J'entends ça sans arrêt. Macron l'a dit aussi. Pas comme si c'était le rempart contre Poutine qui allait aller jusqu'à Lisbonne. Mais c'est pas vrai. C'était l'idée de Hitler, parce que Hitler avait une très grande, une terrible idéologie, qu'est le nazisme. Le nazisme est une idéologie détestable, mais très profonde, qui vient du romantisme allemand. Je vais pas développer ça. Lénine et Staline, pareil, ils avaient une idéologie extraordinairement forte. Ils ont réussi d'ailleurs à dominer l'Europe. Les partis communistes en Espagne, en Italie et en France, c'était énorme. Tous mes copains en 68, s'ils n'étaient pas communistes, ils étaient maoïstes ou trotskistes. Bon, donc d'une certaine manière, ces grandes idéologies, les collabos d'un côté, les communistes de l'autre, ça avait réussi. Poutine n'a aucune idéologie de cette envergure. Il y a zéro idéologie. C'est juste un nationaliste chauvin russe. Un nationaliste Mais bien sûr, chauvin c'est rien russe. d'autre. Avec quand même une volonté et un calcul stratégique. Voilà, pour Moscou, c'est existentiel aujourd'hui de se déployer et de gagner cette guerre. Mais bien sûr, pour se déployer, encore une fois, dans le sud et pas vers l'ouest. Voilà, peut-être la Moldavie, parce qu'il y a une communauté, en gros, il y a 30% de Russes en Moldavie, et donc si j'étais moldave, je serais inquiet. Ça, c'est vrai. Et il faut pas nier ça. Mais néanmoins, le but de Poutine n'est évidemment pas de prendre Varsovie ou Berlin, c'est pas vrai. J'aimerais qu'on continue ce débat, mais entendons aussi, je soulignais la prise de position du président de la République, Emmanuel Macron, qui sera demain à Londres, rappelant que l'agresseur était la Russie. La réaction, peut-être un peu surprenante, peut-être me direz-vous l'inverse, de la patronne du RN, Marine Le Pen, ce matin, a été interrogée sur cet entretien. Propose de l'écouter, on en parle ensuite. Ok, d'accord. Que des dirigeants de nations puissent se parler avec passion, qu'il puisse y avoir des frictions, qu'il puisse y avoir des mots durs. Après tout, c'est assez normal. La vie et la politique ne sont pas si éloignées que cela. Ça s'est évidemment passé de manière publique, ce qui a pu entraîner une émotion légitime. Que deux dirigeants de nations défendent leurs intérêts nationaux, défendent aussi la vision qu'ils considèrent la plus juste pour le monde. Ne m'apparaît pas quelque chose d'extraordinaire. Ça ne m'apparaît pas comme quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais revenir avec vous sur cette prise de position. Oui, elle n'a pas tort. C'est-à-dire qu'on a affaire, je vous disais à l'instant, on a affaire à deux nationalismes.
C'est ce que dit Marine Le Pen. Bon, et elle est évidemment nationaliste. Maintenant, j'ajoute un argument supplémentaire à ce que je vous disais. Poutine n'a pas les moyens militaires d'agresser un pays de l'OTAN, sauf si on a une guerre, alors là, nucléaire stratégique. Alors là, c'est des centaines de millions de morts. Si c'est ça qu'on veut, allons-y. Mais c'est pas ça. Personne ne peut vouloir ça raisonnablement. Donc l'idée qu'il va falloir s'armer parce que Poutine va aller jusqu'à Varsovie ou Berlin est une idée absurde. Il a plus les moyens aujourd'hui, sauf encore une fois si on avait une guerre nucléaire. Oui. Donc est-ce que c'est ça que demain on va voir à Londres ? Est-ce que c'est ça vraiment que veulent les Européens quand on a le ministre Barrot qui disent maintenant la parole est aux actes ? Mais c'est quoi les actes ? C'est quoi les actes, justement ? Et la question de la dissuasion nucléaire, notamment, Emmanuel Macron a ouvert la voie, notamment après la demande allemande de réfléchir à cette question. On continue d'en débattre ensemble. On parlera aussi d'un personnage particulier, J.D. Vance, hier, très important dans le bureau ovale, et sa conception de la liberté d'expression, et c'est le son à nous, Européens. Très intéressant d'en débattre avec vous. À tout de suite sur LCI, l'heure de Ferry. Retour dans l'heure de Ferry et on continue de discuter ensemble, notamment des conséquences de ce clash historique hier dans le bureau ovale entre le président américain et le président ukrainien. Luc, la brutalité de Donald Trump peut-elle au moins avoir un mérite ? Peut-être précipiter la prise de conscience européenne ? C'est la question qu'on se pose alors que demain se joue un sommet très important des Européens et que Volodymyr Zelensky, on a vu les images, a atterri à Londres il y a quelques heures maintenant et doit s'entretenir avec le Premier ministre britannique. Ce sommet n'aurait jamais eu lieu sans ce clash, évidemment, et sans cette brutalité de Trump. Et donc, ça réveille en effet l'Europe. Simplement, ce réveil, il faut... la question est de savoir où il va aller. Quand Barrot dit que le ministre des Affaires étrangères dit que la parole est aux actes, quels seront les actes ? Vous voyez, il y avait cette idée de Trump d'avoir une espèce de force d'interposition européenne, une espèce de force de casque bleu, on pourrait dire européen. Bon, la formule n'est pas adéquate, c'est l'ONU, mais bon, disons des casques bleus européens pour qu'on se comprenne, non pas une force agressive même contre les territoires occupés par la Russie, mais pour faire en sorte que les 80% du territoire qui vont rester à l'Ukraine soient protégés. Oui, si le cessez-le-feu était acté. Voilà, cessez-le-feu acté. Il parle de force de réassurance. Voilà. Une force de réassurance. Mais Poutine vient de déclarer qu'il n'en veut pas. C'est très très dangereux. La Poutine est cinglé parce que déclarer qu'il ne veut pas de cette force d'interposition, ça laisse entendre, parce qu'il dit mais cette force d'interposition, elle va servir à l'Ukraine à se réarmer. C'est ça l'argumentation de Poutine. Il faut que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas un réarmement de l'Ukraine, qu'on ne reprenne pas la guerre. Il faut que la paix soit sécurisée et elle ne peut l'être que par une alliance entre les États-Unis et l'Europe. Voilà. Alors, on ne peut pas zapper les États-Unis en même temps. On va avoir besoin d'eux. Est-ce que l'Europe est capable, sans les États-Unis, d'assurer la protection de l'Ukraine ? Voilà, c'est la grande question. J'ai pas de réponse, je vous pose la question, c'est tout. Donc si les États-Unis se retirent complètement, il est évident que l'Europe doit protéger l'Ukraine, mais est-ce que ce sera une protection défensive ou est-ce que l'Europe veut aller plus loin, comme le suggèrent un certain nombre de gens qui sont bellicistes, qui les battent en guerre, ils disent « Ah mais non, il faut reprendre les territoires, il faut reprendre la Crimée, etc. » Là, on va vraiment vers une troisième guerre mondiale. Ouais. Oui, certains le disent d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est vrai. En ce sens, avec des Européens... Guénaud l'a dit il y a longtemps, il a dit on est comme des somnambules et on marche vers la Troisième Guerre mondiale, il avait raison. Mais et là on y est. On est aussi, nous, en tant qu'Européens, contraints d'accélérer un calendrier qui n'était peut-être pas le nôtre initialement. Oui. Et je pense que l'Union européenne doit de toute façon protéger l'Ukraine, elle doit absolument protéger ce territoire ukrainien. Il faut que Poutine n'aille pas plus loin que, encore une fois, ces territoires russophones du Donbass, d'accord, c'est ça qu'il voulait, mais il faut l'empêcher d'aller plus loin. Et donc là, on l'empêcher d'aller plus loin, c'est évidemment, il faut que Poutine l'accepte, sinon la guerre repart, mais elle repart avec l'Union européenne, ce qui veut dire potentiellement une troisième guerre mondiale. Voilà. Voyez-vous, à un moment donné, pas dire dans le mar de café, ni dans les boules de cristal, mais à un moment donné que ces acteurs se retrouvent autour d'une table, ou est-ce que à cette heure, c'est de la science-fiction ? Écoutez, Trump est très brutal, mais il n'est pas idiot. Poutine, bon, moi je l'ai rencontré, j'ai eu la possibilité de parler avec lui, je l'ai vu, je l'ai entendu longtemps. C'est quelqu'un qui est extraordinairement intelligent. Maintenant, c'est un nationaliste absolu, c'est un chauvin absolu. Bon, maintenant, voilà, ces gens-là, l'armée russe étant quand même très fatiguée,
faut le dire. Bon, ça quand même, il y a 200 000 morts, enfin quelque chose comme ça. Le comptage est toujours c'est très assez difficile, nébuleux et difficile. Moi, j'étais l'autre jour avec un général qui me disait au total, il doit y avoir 1 million de morts. Bon, c'est peut-être très excessif, mais en tout cas, il y a des centaines de milliers de morts et des deux côtés. Bon, donc je pense que ça suffit. Je pense que si Trump, Poutine et les Européens peuvent se mettre d'accord pour protéger cette Ukraine pour l'instant, en tout cas avoir un cessez-le-feu, une protection solide de l'Ukraine, il faut que Poutine l'accepte, sinon la guerre repartira. Oui. Or, sans Trump, voilà, c'est pour ça que Trump a raison de dire à Zelensky, sans moi, vous n'aurez pas de garantie sérieuse. Voilà. Est-ce que l'Union européenne toute seule est capable d'apporter des garanties sérieuses ? Encore une fois, j'ai pas la réponse, mais c'est la grande question qui se pose si Trump s'en va. Autre grande question, l'Occident n'a-t-il pas non plus sous-estimé la Russie ? C'est une question. Vous parliez du bilan humain côté militaire. Il y a des victimes considérables aussi du côté ukrainien, mais aussi, oui, en effet, cette approche-là. Peut-être a-t-on eu les mauvaises lunettes ? C'est une question qu'on peut se poser. On a eu les mauvaises lunettes, d'abord parce qu'on n'a pas compris que Poutine est un dictateur, mais c'est un dictateur élu. C'est pas la même chose. Il y a des dictateurs élus. Il y en a eu plein dans l'histoire. C'est un dictateur en ce sens qu'il assassine ses opposants ou il les met en prison. Élu donc c'est vraiment de 90% à la dernière. Mais d'après les enquêtes d'opinion en Russie qui sont faites par des enquêteurs européens et donc qui ne sont pas du tout pro-russes, 80% du peuple russe soutient aujourd'hui Poutine parce que moi j'ai enseigné en Russie pendant des années. Le peuple russe c'est comme Poutine. Il est extrêmement nationaliste, il est extrêmement chauvin, il est très blessés par la chute du communisme, parce que pendant le communisme, ils étaient quand même grandioses. Hein. N'oubliez pas, encore une fois, tous ces partis communistes européens qui s'agenouillaient devant Moscou. Bon, donc et tous ces intellectuels, mais les plus grands intellectuels. Et en France, Edgar Morin, Foucault, Althusser, qui étaient communistes. Mon ami André Comte-Sponville, donc et puis François Furet, de très grands intellectuels. Donc d'une certaine manière, cet effondrement de l'URSS a entraîné un chauvinisme de la population russe qui est blessée par la chute du communisme et qui se reconnaît dans Poutine. Et puis on a sous-estimé aussi, moi j'ai fait un papier là-dessus dès 2014, pardon de me citer, c'est ridicule, mais bon, tant pis c'est fait, disant que les sanctions économiques contre Poutine étaient grotesques. Elles nous pénalisent nous, mais ça a obligé Poutine à réorienter toute son économie vers le sud global. On en revient vers la Chine. Et vers la Chine, évidemment. En effet, qui sont de nouveaux partenaires. Voilà. Et vous avez fait d'ailleurs une très bonne étude, vous avez sur TF1 LCI, il y a des enquêteurs qui trient le vrai du faux et qui montrent que l'économie russe, elle va pas si mal que ça et que la réorientation de l'économie russe vers le sud global, vers la Chine en particulier et vers l'Afrique, ça marche pas si mal que ça. Et donc les sanctions nous ont plus pénalisé nous qu'elles ont pénalisé la Russie. Et surtout, ça a obligé la Russie à faire ce switch, ce changement complet. Alors que moi, quand j'ai rencontré Poutine en 2003 à Paris, donc Chirac l'avait invité, on a pu parler, il parle allemand comme le russe et moi je parlais l'allemand comme le français. Et vous communiquez en quelle langue ? En allemand. En allemand. Oh, il parle allemand parfaitement et moi j'ai fait mes études en allemand, je parle allemand aussi. Et donc il n'y a pas de mérite. Hein, bon. Mais du coup on a pu parler et c'est vrai qu'il disait à cette époque-là, et Védrine l'a souvent cité, et écoutez bien les deux phrases de Poutine. Aidez-nous à faire de la Russie un État de droit. Et son rêve n'était pas du tout d'aller vers la Chine, c'était d'aller vers l'Europe. Et deuxièmement, phrase de Poutine, les Russes qui ne regrettent pas la chute du communisme n'ont pas de cœur. Ceux qui veulent reconstituer le communisme n'ont pas de tête. L'URSS n'ont pas de tête. Il n'a jamais voulu reconstituer l'URSS, pas vrai. Il veut récupérer les communautés russophones perdues dans des... Enfin, il voit ça comme ça. Après, le Poutine que vous avez rencontré en 2003 était fasciné par Chirac. Est-il le Poutine d'aujourd'hui ? Non. Et a-t-il les mêmes ambitions et les mêmes intérêts ? Non. Sans doute pas. Non, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, au lieu de se rallier à l'Union européenne, il aurait voulu un partenariat privilégié, pas rentrer dans l'UE, mais avoir un partenariat privilégié. C'est ce que je vous dis. Poutine s'est dit, ces salauds d'occidentaux, ils sont en déclin, ils me détestent, je vais les détester aussi, et il s'est dit maintenant, mon territoire, c'est le sud global. Voilà. D'où les BRICS, l'accroissement des BRICS avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte, notamment, et je crois qu'il y a les Émirats aussi, et puis bien sûr la Chine, l'Inde, le Brésil. Lula est pro-Poutine à mort. Voilà. Avec ce discours qui marche très bien, l'Occident était colonisateur, c'est moi le sauveur, moi je vous libère. Regardez les pancartes, je crois que c'était au Mali, avec
ces Africains, les pancartes, pardon, c'est très grossier, mais c'était marqué comme ça, vive Poutine, Macron, fils de pute. Oui, effectivement, c'était extrêmement violent. Et on a vu aussi ce basculement dans ces pays africains. Donc j'essaye d'expliquer ça, mais comme mes amis même n'ont que des grilles morales, Zelensky c'est Jésus, et Trump et Poutine c'est le diable, et puis c'est tout. Ils n'ont que des grilles morales. Il n'y a aucune analyse historique et politique. Luc Ferry, à ce moment de l'émission, et on s'interrompra parce qu'on attend l'arrivée en direct justement de Volodymyr Zelensky à Londres. On verra cette image parce qu'il doit arriver à la résidence du Premier ministre au 10 Downing Street, mais je vous propose de poursuivre le fil de cette discussion bien sûr. Avec un personnage, une prise de position qui a pris et qui commence à prendre de plus en plus d'importance. Il était dans le bureau ovale, aux côtés de Donald Trump. Hier, je parle évidemment de J.D. Vance, le vice-président américain, qui a affronté Volodymyr Zelensky de manière très violente. Il s'est aussi exprimé à l'occasion de la conférence de Munich il y a maintenant quelques jours, devant les Européens. Je vous propose d'écouter un extrait. Il est question de liberté d'expression et de leçons données à nous, Européens. Pour moi, la principale menace vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur d'une nature externe. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure, la retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, de valeurs communes avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Je vous ai lu attentivement. Vous dites... Il a raison sur quelques points, mais quand même, parler de liberté d'expression quand on est américain, il a raison. C'est peut-être un peu compliqué. C'est plus que compliqué. Ça devient comique. C'est une blague. Il se moque du monde. J'ai été consterné de voir qu'un certain nombre de mes amis libéraux ont trouvé ça formidable, parce que tout simplement au motif que J.D. Vance est anti-wokiste. D'accord, très bien. Moi, je vous dis, deux choses. Dans cette histoire qu'on voit à Trump-Zelensky, les deux plus grandes agences de presse n'ont pas été invitées. Elles ont été refusées par l'équipe de Trump, Reuters et Associated Press. Deuxièmement, aujourd'hui, depuis 1914, c'est l'association des journalistes américaines qui choisit les journalistes accrédités à Washington, à la Maison-Blanche. Absolument. Maintenant, c'est l'équipe de Trump qui les choisit. Donc, dans le genre liberté d'expression, bravo. Jamais on accepterait ça en France. Troisièmement, moi, j'ai enseigné aux États-Unis, j'ai enseigné à Brown, j'ai enseigné à NYU, j'ai fait des conférences un peu partout aux États-Unis, y compris à Princeton. C'est le pays dans lequel la liberté d'expression est le plus muselée par le wokisme, par les communautarismes violents, par les féminismes violents. Rendez-vous compte, je vous donne juste un exemple. En 89, j'ai été invité aux États-Unis, au Canada, à faire une série de conférences sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ma conférence a été interdite partout, parce qu'il fallait dire human rights. J'avais pas le droit de dire droits de l'homme. Et écoutez bien, c'était le Women's Studies qui interdisait la conférence, et j'avais beau leur dire, mais écoutez, je peux pas changer le nom de la déclaration. Vous pouvez dire que c'est pas bien de dire droit de l'homme, il faut dire droit humain si vous voulez. Mais c'est une conférence sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la conférence a été annulée. Interdite par le DIN, par le doyen, partout. Et écoutez bien, c'était interdit, c'est pas une blague ce que je veux dire, par les ovariums de philosophie. Parce que les femmes philosophes se regroupaient en ovarium pour ne pas dire séminaire. Parce que séminaire, c'est masculin. Regardez ce qui nous vient des États-Unis, les sensitive readers. Donc qui relisent les grands classiques pour changer les titres, changer les mots. Toute cette pratique de la cancel culture, la culture du boycott et de l'annulation, mais tout ça nous vient des États-Unis. Donc J.D. Vance, très bien, c'est gentil, mais la première chose qu'il aurait dû faire, c'est de s'excuser et dire moi j'ai enseigné aux États-Unis, c'est 1000 fois pire qu'à Sciences Po Paris. Oui. Sur les sensitivity readers, c'est très intéressant. Il modifie en fait le contenu des œuvres. Oui. Roald Dahl y est passé récemment, Ian Fleming, Agatha Christie également. Mais c'est dingue. Ça vous désole? Mais évidemment, parce que si vous voulez critiquer le passé, il faut pas le changer. Si vous voulez dire, c'était immonde de parler comme ça, de dire les nègres, d'être antisémite, etc. Mais il faut dire que c'est comme ça qu'on parlait à l'époque. Ma grand-mère parlait comme ça, la vôtre aussi, ou votre arrière-grand-mère. On disait les nègres, les vieux disaient comme ça. Bon, alors on peut très bien, si on change ces mots comme l'ont fait Lénine et Staline, si on gomme les mots, enfin
on est dans Orwell. Si on veut critiquer le passé, il faut pas le changer. Sinon, nos enfants ne comprendront plus pourquoi on critique le passé. Et si on revient au propos donc du vice-président américain, vous dites quoi? Les Américains devraient peut-être déjà balayer devant leur porte. Mais évidemment. Avant de nous donner des leçons. La première chose que devrait, mais bien sûr, il devrait d'abord s'excuser. Il devrait dire aux États-Unis, dans les universités américaines, où les démocrates arrachent les photos des otages israéliens, la liberté d'expression est muselée. Ne faites pas comme nous. C'est ça qu'il devrait dire. Au lieu de dire notre pays est formidable, imitez-nous. Non. Dans les universités américaines, la cancel culture, la culture de l'annihilation, elle a poussé des gens au suicide, à la mort sociale. Et ça nous vient intégralement des États-Unis. Tout ce qui bride la liberté d'expression aujourd'hui nous vient des États-Unis. C'est le wokisme, c'est le politiquement correct, c'est la cancel culture, c'est les sensitive readers, ces gens qui relisent donc les classiques pour changer les mots. Tout ça nous vient des États-Unis. Et faire une conférence aux États-Unis dans une université américaine devient extrêmement difficile. Et nous, on a importé ça à Sciences Po d'abord, Sciences Po Paris, qui est le temple du wokisme. Et regardez, combien d'intellectuels, Sylvia Nagasinski, qui n'a pas pu faire une conférence à l'université, je ne sais pas quelle université, tous ces intellectuels qui sont refoulés par le wokisme américanisé. Donc c'est les États-Unis qui nous envoient ça. Et vous dites, on se voit contraint de recourir à la langue caoutchouc pour échapper aux tribunaux. Absolument. La langue caoutchouc. Bien sûr. Vous n'y voyez aucun point positif? Non, aucun. Au politiquement correct? Non. Alors, bon, si, il y a des choses positives. Je suis pas un fan de MeToo, mais là, moi, j'ai 3 filles, et donc, je vois à quel point, si, ça a été positif, bien sûr. Cette émancipation des femmes et cette lutte des femmes contre les salopards qui pratiquaient le harcèlement sexuel, qui violaient tous ces connards qui ont existé dans le monde du cinéma et partout, et de la télévision, on va pas citer de nom. Bon, si, c'est une très bonne chose. Mais c'est pas une raison pour pratiquer la culture de l'annulation, la cancel culture, ou pour interdire toute prise de parole sous prétexte que, par exemple, Sylvia Agacinski est contre la GPA, mais elle a le droit d'être contre la GPA. C'est son droit. On l'écoute, on dit je suis pas d'accord avec vous si on dit, mais on n'interdit pas la parole de quelqu'un comme elle. J.D. Vance avait aussi en tête. On en parle souvent ensemble, de notre régulation, notre obsession de régulation, des réseaux sociaux notamment, donnant des leçons à un ancien commissaire européen, Thierry Breton, en disant aussi peut-être qu'on était trop regardant là-dessus. C'était ça aussi qu'il critiquait. Une régulation que vous pointez du doigt régulièrement. Oui, parce que, voilà, mais parce qu'elle n'est pas efficace. C'est-à-dire que moi, je suis, s'agissant des réseaux sociaux, ça fait très longtemps que je le dis, je pense que là, c'est pas une question de régulation. La seule chose à faire, c'est de lever l'anonymat, c'est tout, voilà. C'est ça. Et une éducation aussi. Et bien sûr. Et je referai complètement les cours d'instruction civique. Si j'étais encore ministre de l'Éducation, ce serait mon premier souci. Pour que nos gamins comprennent que c'est pas parce que c'est écrit ou c'est pas parce que c'est une vidéo que c'est vrai. Voilà. Mais je lèverai l'anonymat sur les réseaux sociaux pour que les gens assument leur signature. Voilà. Et donc, je pense que ça changerait complètement la donne. Ce serait la seule régulation des réseaux sociaux qui soit vraiment utile. Luc, on parle régulièrement de la droitisation de notre vie politique française. Voir avec vous ce qui s'est joué la semaine dernière en Allemagne. Oui. La victoire, en tout cas, la percée historique du parti d'extrême droite AfD. Revenir sur cette victoire, ce qu'est vraiment ce parti. Qui n'est pas si vieux. On l'a pas forcément en tête, qui ne date que de 2013, il y a 11 ans. À l'époque, leur principale revendication, c'était la fin de la monnaie unique et le retour au Deutsche Mark. Ça, c'était leur cheval de bataille. Anti-européen. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et écoutez leur leader, Alice Weidel, qui s'exprimait à la tribune. C'était dimanche soir dernier. On parle ensuite de ce qu'est l'AfD. Chers amis, nous avons obtenu un résultat historique. Nous sommes devenus la deuxième force la plus puissante en tant qu'alternative pour l'Allemagne. Et nous sommes désormais solidement ancrés en tant que parti populaire. Oui, outre la victoire des conservateurs, en effet, c'est ce score inédit qui marque en Allemagne. Pourquoi ça gêne tant aujourd'hui, et ça pose un problème moral à la droite libérale allemande, cette percée de l'AfD et de ce qu'est devenu l'AfD?
Parce que l'AfD est un vrai parti d'extrême droite. Moi, je maintiens que ça n'est pas le cas ni de Madame Mélanie, ni de Madame Le Pen. C'est pas des gens d'extrême droite. Ce sont des souverainistes, nationalistes, populistes, si on veut, mais c'est pas du tout l'extrême droite. Tandis que l'AfD est vraiment d'extrême droite. C'est vraiment un parti raciste et antisémite. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de racistes et d'antisémites dedans. Et ça s'explique d'ailleurs par l'histoire de l'Allemagne, par la déculpabilisation du nazisme. C'est ça qu'on est en train de vivre en Allemagne. Et moi, j'ai traduit en partie le Historischer Streit, la querelle des historiens. Et c'est fascinant parce que toute cette querelle portait sur la question de savoir si on devait, oui ou non, lever la culpabilité allemande. Et Jürgen Habermas, le plus grand philosophe allemand que j'ai bien connu personnellement, disait mais non, il faut garder la culpabilité parce que la culpabilité, c'est ce qui nous permet de faire le tri entre le bien et le mal dans la tradition allemande. Ça a structuré l'histoire politique allemande. Exactement. Depuis la culpabilité. 40, la culpabilité. Et c'est ce qui a permis à l'Allemagne de devenir une grande démocratie. Or, ce que fait l'AfD, c'est de lever la culpabilité. Avec un argument qui est toujours le même, l'Allemagne est un géant économique, mais c'est encore un nain politique. Levons la culpabilité, et c'est ça que fait l'AfD, et ça redevient un parti antisémite et raciste, ce qui n'est pas le cas du tout en tout cas, c'est pas le cas des leaders du Rassemblement national, ni de Madame Mélanie. Qui, au Parlement européen, s'en sont détournés. Une alliance existait, voilà. L'alliance n'existe plus avec le parti de Marine Le Pen. Des mots, vous parliez, ce n'était pas Alice Weidel qui les tenait, mais son précédent leader qui disait « Si les Français ont le droit d'être fiers de Napoléon et les Anglais de Churchill, il n'y a pas de raison que les Allemands, nous, ne puissent pas être fiers des performances de leurs soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. » Voilà ce qu'il disait, réhabilitant aussi une forme et le nazisme et Hitler. Exactement. Ce sont les propos aujourd'hui qui structurent ce parti-là. C'est exactement ce que j'appelle la déculpabilisation. Voilà, ça permet de se couler dans la tradition nationaliste allemande. Il n'y a plus de raison de rejeter cette tradition du nationalisme allemand qui a conduit à Hitler parce que nos soldats ont été grandioses. Regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est très intéressant parce que la CDU ne s'alliera pas avec l'AfD. Voilà. Donc la droite libérale, l'équivalent des LR, et son leader, Friedrich Merz, ne s'allieront pas avec l'AfD. Ils vont s'allier probablement avec le SPD, avec les écolos. Enfin bon, ils vont faire une alliance. Tandis que chez nous, quand on regarde la situation, c'est très différent parce que, au fond, Friedrich Merz peut s'allier avec d'autres gens que l'AfD et être quand même chancelier, être quand même majoritaire, tandis que chez nous, les LR sont devant un dilemme qui est insoluble, ou bien perdre les élections définitivement, ou bien perdre son âme. Passer le cordon sanitaire chiracien et s'allier avec le RN. Si les LR s'alliaient avec le RN, ils seraient élus. Il serait à l'Élysée. Mais ce serait franchir le cordon sanitaire moral que Chirac avait mis. Et donc, encore une fois, ou bien perdre les élections, ou bien perdre son âme. Sauf, évidemment, si Marine Le Pen est empêchée de se présenter, auquel cas, quelqu'un comme Retailleau pourra éventuellement être élu en raflant les voix du RN. Mais je dis ça, c'est de la science-fiction. Mais c'est de la politique fiction. Mais en tout cas, pour l'instant, la droite française, elle est dans ce dilemme depuis un bon moment. Qu'a franchi Ciotti, qu'a franchi Mariani, Sébastien Chenu, un certain nombre de gens dans l'autre sens. Bon. Et donc, on voit bien que c'est soit perdre les élections, soit perdre son âme en s'alliant avec le Rassemblement national. Cela dit, j'y insiste, je ne cesse d'y insister, même si ça déplaise, même si ça me vaut des insultes de la gauche, le Rassemblement national n'est plus un parti fasciste, ni raciste, ni antisémite. C'est pas vrai. D'ailleurs, dans l'affaire de Gaza et d'Israël, Marine Le Pen défend clairement Israël. Oui, non, ça, et en effet, vous êtes là-dessus très cohérent, vous l'avez répété à de nombreuses reprises. Oui. Plus de 10 millions de voix pour l'AfD dimanche dernier. C'est gigantesque. C'est beaucoup à l'Est. Absolument. Ouais. C'est une sociologie, en effet, une géographie des votes à l'Est, en effet, où il recueille beaucoup de voix. Il faut se désoler de ce constat politique ou de cette montée des extrêmes. Oui, parce que c'est un vrai parti néo-nazi, donc c'est pas une bonne nouvelle. Et encore une fois, moi, j'étais toujours du côté de Habermas pour défendre cette culpabilité allemande, pour obliger les Allemands à faire le tri dans leur tradition, et notamment dans le romantisme allemand. Alors, le romantisme allemand, c'est pas Hitler, mais c'est quand même... voyez, l'Allemagne, quand on connaît la culture philosophique et politique allemande, l'Allemagne romantique, elle déteste les Lumières françaises, elle déteste Voltaire, et même Kant. Et donc, elle déteste les Lumières, elle déteste l'individualisme. C'est l'idée que, je vous donne une phrase d'un grand romantique allemand, l'homme n'est homme que dans une communauté nationale. Il est membre d'un corps social. Les métaphores biologiques ont du sens.
Voilà. Et c'est ça, au fond, que reprend l'AfD, et ça conduit, en effet, à déculpabiliser la Deuxième Guerre mondiale, à dire, finalement, nos soldats ont été formidables, et puis Hitler, c'était pas si mal que ça, voilà. Et vous avez il y a un type de l'AfD qui a déclaré que les bombardements américains sur Dresden et Trieste, c'est bien pire qu'Auschwitz, voilà. Ouais, avec une stratégie, si on compare les deux, du Rassemblement national qui, depuis de nombreuses années, cherche à se dédiaboliser, à sortir finalement de ce qu'a été son histoire de son fondateur récemment et du père récemment décédé. C'est une stratégie tout inverse pour ce parti allemand. Exactement. C'est la stratégie exactement inverse, c'est la déculpabilisation. Au fond, c'est assumer toute l'histoire de nationaliste allemande sans faire le tri, alors qu'en effet, Marine Le Pen passe son temps depuis qu'elle a rompu avec son père à rendre son parti républicain. Elle est tout à fait républicaine, à rendre son parti présentable. Du reste, elle a épuré, elle a viré tous les imbéciles qui continuent à tenir des propos néo-nazis, voilà. Et donc, elle essaye de faire en sorte qu'au fond, son parti, ce soit la droite nationaliste. Et maintenant, elle n'est plus anti-européenne. Et en plus, sur les questions de société... Considérablement changé, en effet. Totalement. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir une discussion avec elle en 3 secondes, comme ça, on se croisait à Radio Classique, et je lui ai dit, vous serez jamais élu tant que vous critiquerez l'Union européenne à ce point-là, tant que vous voudrez le Frexit. Elle m'a dit, vous comprenez rien, mais en fait, c'est elle qui a changé. Elle n'est plus du tout pour le Frexit, elle n'est pas antisémite, elle est absolument pas raciste, et simplement, elle est sur le Frexit, elle a aussi évolué, parce que il y avait une... Attendez, elle est pour la loi Veil, elle a toujours défendu la loi Veil, elle est très féministe, elle a toujours défendu la loi Veil, et elle est tout sauf homophobe. Je rappelle que Sébastien Chenu, qui est le numéro 2 du RN, il est le patron de Guélib, et il est marié avec un garçon. Voilà. Et il y a 30% pratiquement des députés RN qui sont mariés ou qui vivent avec un garçon. Donc, voilà. Mais ça ne pourrait pas être vu dans l'AfD, impossible. Dans l'AfD, il se ferait tuer. Oui. Ouais. On parle en Allemagne, vous me corrigerez parce que mon allemand est loin d'être parfait, de Brandmauer. On parle de pare-feu, de cordon sanitaire. Le cordon sanitaire. Là, vous dites encore une fois, pour être très clair, elles ne s'allieront avec aucun parti de gouvernement allemand. Ce n'est pas envisageable. La CDU, c'est impossible. C'est impossible. 67% des électeurs de la CDU, donc de l'équivalent des LR, ne veulent pas d'alliance avec l'AfD. Et donc, je pense que c'est impossible, ça ne se fera pas. Tandis qu'en France, évidemment, c'est très différent. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe à l'Union européenne, où à l'Union européenne, le cordon sanitaire a sauté. Ouais. C'est-à-dire que l'alliance avec Marion Maréchal ou avec Patriote est en train de se faire du côté du PPR. Absolument. Voilà. Avec une montée néanmoins. Avec Bellamy, voilà. Vraiment réel des populismes. Ça aussi, c'est une... Alors, oui, on peut dire ça comme ça, mais dans le populisme, il y a aussi populaire. Là où J.D. Vance avait raison, c'est vrai que les partis de gouvernement en Europe, et singulièrement les LR et le Parti socialiste, et même les sociaux-démocrates, n'ont, sur les questions de sécurité et d'immigration, jamais entendu le peuple old school, pour parler comme ça, le peuple traditionnel, qui lui, il est contre l'immigration à 90%, comme il l'était déjà du temps de Marchais, voilà. Et donc, il est contre l'immigration, il est pour la sécurité. Et ça, évidemment, les partis de gouvernement n'ont pas voulu l'entendre. Ils n'ont pas... Ça, là-dessus, Christophe Guilly a raison. Voilà. La France périphérique n'a pas été entendue. Vous dites aussi c'est la faute originelle, peut-être, d'avoir mis sous le tapis certaines problématiques. Bien sûr, y compris les LR. Y compris les LR. Voilà. Quand Nicolas Sarkozy a dit le Karcher, moi je vais le passer, mais on n'a rien vu. Voilà. Le Karcher n'est pas passé. Et donc on n'a rien vu du tout, mais rien. Et donc l'immigration a continué à augmenter, l'insécurité a continué à augmenter. Et donc voilà, ce peuple, disons, le peuple populaire, si je puis dire, le vrai peuple, quoi, le peuple réel, les vrais gens, comme on dit dans la presse, ils n'ont pas été entendus par les partis de gouvernement sur un certain nombre de questions, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'immigration. Et ça, c'est ce que les partis populistes ont récupéré.
Voilà, avec aussi ce discours qu'on a régulièrement entendu aussi chez nous. C'est en gros, on les a tous essayés. Voilà. Pourquoi ne pas tester, tester autre chose. Et surtout quand c'est une femme, on n'a pas essayé une femme non plus. C'est ça. Mélanie, elle s'en tire très bien finalement. Et quand Sarkozy a décidé de faire quelque chose, mais il l'a pas fait malheureusement. Mais quand Sarkozy a décidé de faire quelque chose sur ces questions que je viens d'évoquer, le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque Front National, a baissé. Quand la droite, la vraie droite, il a siphonné bien beaucoup sûr. de ses voix. Mais on n'a pas pris assez au sérieux ces questions populaires. Ouais. Luc, merci beaucoup pour cet échange passionnant. On n'aura pas vu arriver, mais c'est imminent, l'arrivée dans quelques minutes du président ukrainien au 10 Downing Street au Royaume-Uni pour un entretien avec le Premier ministre britannique.